Je viens vous présenter un nouveau livre qui vient de paraître aux éditions Lemme, Enquête aux confins des pays celtes. La recherche sur l'origine et le sens des noms ressemble un peu à une enquête policière, avec recherche d'indices suspects, avec filature d'éléments, avec interrogatoire serré, ici concernant les Celtes et la langue celtique. Nous suivons la piste d'une appellation celtique, Canto, qui a servi chez les peuples celtiques à désigner des frontières. Cette appellation est présente un peu partout et pourtant elle a été ignorée. On ne l'a pas reconnue. On la retrouve non seulement dans des noms de lieux antiques, mais aussi, ce qui est plus étonnant, dans de nombreux noms de lieux d'aujourd'hui. Le passé celtique reste toujours vivant. L'enquête met au jour que le thème Canto a désigné un bord, une limite, une frontière. Et on le retrouve dans deux documents celtiques antiques où on ne l'avait pas identifié avec ce sens. Le premier, c'est le calendrier de Coligny. Il est conservé au musée Lugdunum à Lyon. Les druides y ont fait graver le nom des différents mois. Parmi ces mois, nous trouvons Cantlos. Et dans Cantlos, nous trouvons le thème Canto. On a ramené ce nom de mois à un thème désignant le chant. On pense au latin cantare, chanter. En fait, pas du tout. Nous avons bien le thème canto qui désigne la fin. Pourquoi ? Parce que canto, c'était le dernier mois de l'année celtique. Le deuxième document, ce sont les bronzes de Botorrita. Ils datent du 1er siècle avant notre ère. Ils ont été découverts au nord-est de l'Espagne. Et dans ce document, on trouve à plusieurs reprises un terme tricantos, tricantam. On identifie en celtique tri avec l'élément qui veut dire trois, et puis dans cantos, on trouve l'idée de limite, de bord. Triple frontière donc. Mais pourquoi ? On s'aperçoit que Botorrita, l'endroit où a été découvert ce bronze, était à la frontière de trois peuplements divers. Les Celtes, dont c'était l'extrémité nord-est, les Vascons au nord-ouest, et puis le territoire des Ibères. On était donc à une triple frontière. Ce thème celtique canto, qui désignait les frontières, les délimitations, va se retrouver dans l'Europe celtique. 22 de nos pays actuels étaient des pays celtes. Ces pays étaient chacun indépendants. C'était une première Europe, oui, mais une Europe d'un type un peu confédéral. Donc l'importance des frontières était extrême. Chaque territoire se voulant indépendant par rapport à ceux qui l'entouraient. Donc nous avions une véritable mosaïque de peuples. En Gaule, la situation était semblable. Ce que nous décrit César, c'est un vrai puzzle de territoires, de peuples et de peuplades. Il y en avait peut-être une centaine. Donc on comprend que pour chacun de ces peuples, l'importance des frontières a été essentielle. Partant, si les frontières étaient importantes, cela s'est retrouvé dans les noms qui étaient voisins de ces frontières. Et aux délimitations se sont attachées des appellations. Des éléments probants établissent que des territoires situés en position extrême ont pris leur appellation sur un thème Cant. L'un de ceux-ci, c'est la Cantabrie. La Cantabrie, une région au nord de l'Espagne, qui tire son nom des Cantabres, un peuple celtique qui s'y était établi. Or, on s'aperçoit qu'ils étaient tout contre la bordure nord de l'océan cantabrique. De là vient leur appellation qui jusqu'ici ne s'expliquait pas. Un deuxième peuple qui tire son nom du même thème, ce sont les Cantilli. Ils ont laissé leur appellation à la région du Kent,
bien loin de l'Espagne, on est en Angleterre, bien sûr, mais la situation est finalement semblable. Comme les Cantabres étaient à l'extrémité nord, eh bien ici nous allons trouver les Cantilly à l'extrémité sud de l'île de Grande-Bretagne. En Gaule, nous allons trouver justement une troisième peuplade qui, elle aussi, devait son nom à ce caractère limitrophe extrême. Ce sont les Catalanes. On les connaît parce que leur nom est resté dans le nom de Châlons en Champagne. Les Catalanes étaient originellement les Cantalones. Il faudrait établir un N qui a disparu. Les Cantalones, les gens limitrophes également. Pourquoi limitrophes? Ils habitaient à l'extrémité sud du territoire du peuple des Rèmes, de Reims, et ils étaient également limitrophes parce qu'ils étaient à l'extrême frontière entre la Gaule belgique et la Gaule celtique. De là vient également leur nom. Non seulement des territoires, mais aussi des hauteurs, des cours d'eau ont pris leur nom du thème Kant. Dans le Massif central, le massif du Cantal, le plomb du Cantal, qui tire son nom, Cantalo, de ce qu'il était à la limite sud des Arvernes et à l'extrémité nord des Rutènes. Dans le sud-est de la France, on rencontre également le Mercantour. Le Mercantour, c'était le Maro-Canto, la grande limite, la grande frontière. Aujourd'hui, la limite entre la France et l'Italie, et jadis, la limite entre les tribus gauloises et les tribus ligures. En Angleterre également, on trouve dans le sud du pays, dans le Somerset, les Quantock Hills, les collines de Quantock. Elles séparaient sur une vingtaine de kilomètres deux peuplades celtiques, les Dumnonii et les Durotriges. C'était également donc un nom de type frontalier. Dans les cours d'eau, à partir du thème Cantia, on va trouver une série de cours d'eau appelés Cances ou Canches. En particulier dans le Pas-de-Calais, la Canche, qui sur une centaine de kilomètres séparait deux peuples, les Ambiens au sud et au nord les Morins. En Espagne, au sud-ouest, on va trouver la Chança, qui sépare le Portugal et l'Espagne aujourd'hui et qui séparait autrefois les tribus celtiques des tribus ibères. L'enquête établit que de nombreuses localités ont pris leur appellation d'un thème canto. On pensait jusqu'ici qu'elle devait ce nom à celui d'un propriétaire gallo-romain, un grand propriétaire gallo-romain qui s'était installé sur des terres. En fait, pas du tout. On avait affaire à des établissements limitrophes. Dans l'Allier, Chantelle est une antique Cantilia. Ce nom est attesté au IVe siècle. Il ne pose pas problème. Et on était à la frontière précise entre le sud-est des peuples des Bituriges et le nord du peuple des Arvernes. Caen également, dans le Calvados, était une ancienne Canto Magos, c'est-à-dire un marché de la frontière, qui s'était installé sur ce lieu de démarcation propre aux échanges commerciaux entre d'une part le peuple des Bayo-Casses et d'autre part le peuple des Ouidou-Casses. En Suisse, nous trouvons la petite localité de Chancy qui est à la limite de ce pays avec la France. On était jadis à la frontière exacte entre le peuple des Allobroges et le peuple des Helvètes. Enfin, prenons le dernier exemple de la petite localité de Chantilly, bien connue dans l'Oise, mais beaucoup plus célèbre pour son château que pour son passé celtique. En effet, ce nom veut dire tout simplement la frontalière. Chantilly était installée à la frontière de deux peuples gaulois. On a pensé jusqu'ici qu'on avait affaire à un nom d'homme, M. Cantilus, qui s'était installé sur ces grandes terres. Pas du tout, on était sur un lieu de démarcation. Des dizaines, des centaines de noms ont ainsi existé qui marquent les frontières du passé celte. Des montagnes, des cours d'eau, des localités ont gardé la trace ADN de ce passé dans nos noms. Et nous pouvons les faire ressurgir vivants,
comme les archéologues qui creusent le sol et qui retrouvent le passé également des Celtes. La mémoire, c'est ainsi conservée de notre passé, c'est ce que veut montrer l'enquête aux confins des pays celtes.